Bienvenue sur la chaîne Bistro Littéraire. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Robert Fézy, alias Iziaf, auteur du roman Le sculpteur de vent, publié en mars 2025. Bonjour Iziaf. Bonjour Malika. Et merci de votre présence sur notre chaîne Bistro Littéraire. Alors que les politiques en faveur de la protection de l'environnement se multiplient, que les citoyens à travers le monde sont de plus en plus nombreux à devenir acteurs, certains se qualifiant même de consommateurs, pour mettre en évidence leur prise de conscience quant à la nécessité de modifier leurs habitudes d'achat, de consommation et donc de destruction. Pour rappel, consommation a pour origine consumere, qui signifie détruire. Il n'en demeure pas moins que si chacun agit seul, si chacun tente de faire sa part dans son petit coin, les problématiques environnementales ne pourront pas être résolues. Un grand nombre d'industriels ou agro-industriels contribuent à la destruction des espaces naturels pour répondre aux besoins des consommateurs, exploitation massive des ressources naturelles et du vivant, ou encore production agricole dévastatrice des écosystèmes, dévastatrice des sources de vie. Aujourd'hui, j'accueille donc Iziaf, qui vient nous présenter son premier roman, Le sculpteur de vent. Par une littérature à la fois fantastique et tellement réaliste, cet auteur français nous fait découvrir son univers où Thomas, personnage principal, jeune cadre, ingénieur agronome, dans un grand groupe agro-industriel, plein d'ambition, s'apprête à prendre la responsabilité d'un projet qui va pouvoir changer sa vie professionnelle, mais aussi la vie d'une partie de l'humanité. Entre désir d'ascension sociale et prise de conscience de la nécessité de protéger la source de vie, ce jeune cadre se retrouve confronté à un dilemme où ses choix peuvent faire basculer le monde soit en faveur du toujours plus, soit en faveur d'un maintien des équilibres de vie. Je ne vais pas aller plus loin dans l'introduction. Je vais maintenant vous laisser la parole, mon cher Iziaf. Et pour commencer, pouvez-vous nous dire qui vous êtes? Comment vous présenteriez-vous auprès de celles et ceux qui ne vous connaissent pas encore? Eh bien, tout d'abord, je vais commencer par dire bonjour et un grand merci à ceux qui nous écoutent et qui ne me connaissent pas. Je suis on va dire un homme normal qui a dû subvenir aux besoins de sa famille, qui a eu une carrière ascendante. J'ai commencé dans l'électricité pour finir directeur d'un centre de formation dans Lyon. Donc une carrière prenante qui ne m'a pas empêché de travailler. J'ai toujours eu un goût pour la lecture, pour l'écriture, en l'occurrence pour la poésie. Ça fait bien longtemps que j'ai commencé à éditer des poésies sur Instagram. J'ai fait quelques recueils et je suis là devant vous, enfin au moins par l'intermédiaire du son, pour présenter mon premier roman. Donc je suis, on va dire, un auteur et un homme tout à fait ordinaire. Alors, vous vous qualifiez d'homme ordinaire et pourtant, lorsque l'on découvre votre livre, c'est un texte absolument extraordinaire que l'on y découvre justement dans le texte et une histoire exceptionnelle. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie, à un moment donné de votre parcours de vie, de prendre la plume et d'écrire ce premier roman, Le sculpteur de vent? Pouvez-vous nous faire un bref résumé, sans dévoiler bien sûr le détail de l'intrigue? Et qu'est-ce qu'un sculpteur de vent? Ou qui est le sculpteur de vent? Alors le sculpteur de vent, c'est ce que je qualifierais de conte moderne.
C'est un conte moderne, un conte initiatique. Pourquoi avoir écrit sur ce sujet? Alors, le sculpteur de vent, mon héros, en fait, cherche dans le déroulé de l'histoire à comprendre ce qu'il est. C'est ce nom de sculpteur de vent qui l'emmène sur les chemins qu'il va être obligé de parcourir et qui va l'emmener à de longues réflexions, hein, intéressantes, du moins je l'espère. Voilà, le sculpteur de vent, ce sont les deux parenthèses qui englobent toute l'histoire. Je ne suis pas sûr qu'il sache à la fin du roman ce qu'est exactement le sculpteur de vent. Mais ça, je laisserai aux gens le choix de le découvrir. Voilà, qu'est-ce qui m'a amené à écrire ça? J'ai toujours su qu'un jour ou l'autre, j'allais écrire un roman. J'avais pas forcément le temps pendant ma carrière professionnelle. Quand elle s'est arrêtée, je me suis attelé à la tâche et je dirais que cette histoire est venue un peu naturellement dans le sens où on va dire les influences du moment, le- l'air du temps était plutôt sur des petites ou des grandes, ça dépend de comment on le vit, angoisses par rapport au développement durable, par rapport à l'humanité, par rapport au réchauffement climatique. Enfin, malheureusement, c'est toujours quelque chose qui est prégnant dans notre vie. Donc, ça s'est fait de façon un petit peu naturelle. Je suis parti sans avoir de méthode et je suis arrivé à écrire ce roman À que, écrire ce à chef-d'œuvre, si écrire, je peux oser. que Malika qualifie de chef-d'œuvre. Je n'irai pas jusqu'à là. Je laisserai bien le choix aux gens de se faire une idée. Alors, je vais oser vous poser une question, mon cher Isiaf, mais qu'est-ce que c'est que ce livre? D'où vous vient l'idée d'un tel scénario? Vous venez de nous expliquer qu'effectivement, l'actualité faisant votre départ en retraite, mais là, on a un scénario qui est complètement atypique. Est-ce que c'est un message qui est venu du plus profond de vous-même? Est-ce que c'est un message qui vous est dicté de quelque chose qui nous dépasse, de quelque chose qui nous transcende? Parce qu'en lisant, je me dis, mais un tel message, ça vient d'où? C'est encore une bonne question à laquelle j'apporterai pas de réponse précise. C'est l'influence de l'environnement qui impose en fait aussi bien à moi qu'à tout le monde de trouver des solutions. Donc le message, c'est la question, les solutions, je les ai pas. Par contre, la réflexion, moi comme tout un chacun, on est quasiment dans l'obligation en ce moment d'apporter des réponses aux questionnements écologiques, climatiques, où va le monde, voilà, sans que ça devienne quelque chose qui nous perturbe de trop, mais voilà, ça s'impose un peu. Donc j'ai voulu faire passer un message. Effectivement, euh, il y a peu de chance, enfin, il y a peu on a peu de pouvoir sur notre environnement. Moi, ce que j'ai voulu, c'est prendre un homme un peu ordinaire, un peu comme moi, hein, qui peut être tout un chacun, et lui donner justement le pouvoir d'agir sur son environnement. C'est un message optimiste, on va dire. Oui, en effet, le message est très optimiste. C'est vrai que on reviendra hein, sur les messages sur l'urgence climatique et autres. Là, vous ne pointez personne du doigt. Et justement, est-ce que dans ce roman, le lecteur va trouver un bout de votre histoire personnelle ou est-ce que c'est une pure fiction? Parce que là, on parle de sculpteurs de vent. On connaît les sculpteurs, les tailleurs de pierre, on Mhm. connaît voilà, les sculpteurs de plein de choses, mais de vent, là, on sait que c'est de la fiction quand on parle de sculpter le vent. C'est de Mais la derrière fiction. ça, il y a un message. Derrière ça, il y a un message. Est-ce que c'est un bout Sculpteur de de vous? vent, c'est une belle image. Pour moi, c'est une image poétique. Effectivement, le vent ne se sculpte pas. Enfin, dans le livre, le sculpteur de vent s'appelle Théo et il fait un peu la synthèse de son métier, qui est pas un métier facile, c'est un métier étrange, hein, voilà. Euh,
Alors dire que c'est un bout de mon histoire, hein, enfin, c'est pas du tout autobiographique, c'est de la pure fiction. Moi, j'ai besoin d'un univers fictionnel, j'ai besoin de créer des images, j'ai besoin que ça aille bien plus loin que ma propre vie, hein. Mais bon, les gens qui me connaissent vont me retrouver dans certains traits de caractère, un peu dans les traits de caractère de toutes les personnes qui sont dans le roman, voire dans les animaux. Alors justement, puisque vous parlez des personnages du roman, on se rend compte qu'il y a une interdépendance entre Mhm. tous ces personnages. Je pense en l'occurrence à Théo que vous venez de citer, qui est Mhm. le recruteur, qui est le sculpteur de vent, mais Thomas, ce jeune cadre dynamique, qui est l'élu, et puis on a Simo, le docteur, l'assistant dans le laboratoire, qui joue un rôle commun, qui sont des protecteurs de l'élu. Est-ce que cela suppose que le projet qui doit être réalisé, en l'occurrence la protection de l'environnement, ou le projet, on va dire, d'implantation d'arbres de palmes, Mhm. de palmiers à huile, hein, C'est ça. nécessite la participation de tout un chacun. Et là, en l'occurrence, la participation, c'est plus en matière de protection de l'environnement. On est tous interdépendants. Je dirais que tout est interdépendant. Dans l'univers qu'on connaît, qui est composé de matière, qui est composé de choses tangibles, pour moi, c'est évident qu'il y a une interdépendance complète. Si les gens, enfin, je veux dire, l'humanité ne va pas dans le bon sens, on dépend tous les uns des autres. Voilà. Après, c'est toujours difficile de jeter la pierre à un industriel qui veut monter son entreprise et faire une palmeraie. Euh, il y a des critères économiques. Chacun regarde ses intérêts. C'est pour ça que dans le livre, je ne défends ni n'attaque personne. En fonction des intérêts, ça apporte du travail, il y a toujours un côté positif à tout, comme il peut y avoir un côté négatif à tout. Mais c'est l'intelligence collective qui doit gagner à la fin. Et notre monde, il a besoin d'intelligence collective pour rester ce qu'il est, ce qu'on connaît depuis longtemps. Sinon, ce qui va se passer, peut-être, hein, je ne le souhaite pas, bah, c'est qu'il va se débarrasser de nous un jour. Alors ça, la vie, l'histoire nous le dira. Mais Oui, justement, dans votre roman, on a parlé des personnages principaux et cette interdépendance qu'il peut y avoir entre eux, et puis finalement notre intelligence collective, celle de l'humanité. Dans ce roman, le lecteur peut déceler un message en faveur de l'urgence de protéger la nature, de protéger le vivant. Cependant, votre texte, et comme vous le dites à juste titre, quand on l'a lu, votre livre, le texte n'est ni alarmiste, ni accusateur de qui ne respecte pas certains préceptes. À travers son côté fantastique, il met en évidence le lien entre les hommes et les animaux. On y oui, découvre des singes, des loups, et je cite, qui ont goûté la matière. tout à fait. Pouvez-vous nous expliquer comment vous concevez cette interdépendance, non plus uniquement entre les hommes, mais entre l'ensemble du vivant? C'est le fruit d'une réflexion. Alors, chacun a ce genre de réflexion. Il y en a qui vont l'appeler Dieu, il y en a qui vont l'appeler la nature, il y en a d'autres qui l'appelleront autrement, mais la réflexion logique sur notre monde est qu'il y a un ordre. Il y a un ordre, il y a des saisons, il y a une planète qui tourne, il y a des arbres avec des feuilles, il y a des animaux, il y a tout ça. Dire que ça n'est pas ordonné, pour moi, c'est impossible. Donc la question, c'est de se demander euh, quel est cet ordre? D'où vient cet ordre des choses? Voilà. Alors on peut très bien vivre sans se poser ce genre de questions. Et moi, alors là, j'ai absolument rien contre les gens qui vivent leur vie sans se poser de questions. C'est très bien, au contraire. Mais à partir du moment où on commence à réfléchir un petit peu, quand on voit l'harmonie des choses, quand on voit la beauté de la nature, quand on voit comment le monde est, euh, on se dit il y a quelque chose. Alors, est-ce que c'est un créateur? Est-ce que c'est
Ça, je donnerai pas la réponse, tout le monde s'en doute, mais pour moi, il y a un ordre et on est inclus dans cet ordre. Voilà. Nous, les animaux, la terre, l'univers, je ne sais quoi, c'est un tout, le grand tout, on va dire. Voilà. Voilà, Donc ça c'est la base de ma réflexion. S'il y a un ordre global, euh, on ne doit pas forcément aller contre, quoi. Voilà. Si on va contre, ben, je suis pas sûr qu'on soit les plus forts. et ça génère en effet beaucoup de Ça génère déséquilibre. beaucoup de déséquilibre. En fait, l'équilibre, il faut garder l'équilibre en tout, quoi. Mhm. L'homme ne peut pas se décréter surpuissant, tout puissant et détruire tout ce qu'il y a à détruire sans qu'on lui amène la facture. Voilà. Mhm. Et alors justement, en lisant votre livre, dès le départ, j'ai de suite, dès les premières pages, j'ai imaginé ce livre entre les mains de Steven Spielberg ou de Luc Besson. Euh, la particularité de votre livre est que plus que de se lire, à mon sens, il se regarde. Et ça m'a paru évident d'envisager une adaptation cinématographique. Euh, Pourquoi? Parce que on a des descriptions, mais des descriptions simples. Pour ma part, j'apprécie pas spécialement ces descriptions d'un kilomètre. Non, non, là c'est simple, c'est fluide, c'est évident. On voit, on entend. Là, en l'occurrence, dans mon ressenti, j'entends des sonorités de tam-tam, des chants africains. euh, et voilà, et ça continue après avoir terminé la lecture de l'ouvrage. C'est-à-dire que finalement, je l'ai regardé, ce livre, plus que ce que je l'ai lu. Je l'ai vécu. J'ai des images. Elles sont là, bien présentes. J'ai des sonorités. Est-ce que l'idée d'une adaptation cinématographique vous a-t-elle effleuré l'esprit? Alors effleurer l'esprit peut-être, mais elle n'a fait qu'un passage, hein. J'ai malheureusement pas la chance de connaître Luc Besson ou Steven Spielberg et je suis absolument pas dans ce milieu-là. Mais c'est vrai qu'au niveau de l'écriture, on doit provoquer des émotions, on doit faire vivre aux gens le plus possible euh, le cheminement du héros. Et moi, j'ai choisi d'emmener mon héros en Afrique. Pourquoi? Parce que j'aime un peu l'Afrique, enfin j'aime l'Afrique, j'aime les animaux qui sont un peu qu'on voit pas forcément chez nous. L'Afrique c'est le berceau de l'humanité et c'est aussi là-bas qu'il y a beaucoup de ravages. Donc j'ai essayé de de travailler sur du visuel. Voilà. Je me suis pas posé la question de savoir si on allait en faire un film. Si on en fait un film, ça sera un film avec un beau budget, mais ça pourrait donner quelque chose d'assez exceptionnel. J'adorerais ça, hein, personnellement. Après, on verra. Pour moi, c'est de la littérature. Mais c'est de la littérature qui provoque des images. Et ça, j'aime beaucoup, oui. Isiaf, pour permettre au lecteur de découvrir votre univers et apprécier votre plume, pouvez-vous nous lire un extrait choisi de votre livre? Alors, je vois que Tout vous à fait. prenez la première page. L'entrée en matière est parfaite. C'est une bonne introduction, à mon sens. Allez, allons-y. Ce qui m'a intrigué de prime abord, c'est l'inscription sur le panneau de sa boutique. Sculpteur de vent. La petite devanture qui réclamait cruellement un bon coup de peinture n'était qu'une porte et une vitrine pour moitié moins large. Dans cette vitrine, il n'y avait rien. La porte restait ouverte sur un espace sombre et profond dont l'éclairage blafard permettait à peine de distinguer une multitude d'outils étranges alignés sur des étagères de droguistes. Il y avait là, entre autres bizarreries, des cornes, des trompes de métal tarabiscotées, des pots en terre émaillés de différentes formes et tailles qui contenaient chacun de grandes cuillères larges et plates dont l'utilité m'échappait totalement. Lui, je ne l'ai pas vu de suite. Au fond de son âme, penché sur un petit meuble en bois, il semblait complètement absorbé par une tâche qui réclamait une profonde attention ainsi que de grands gestes aussi ésotériques que gracieux. Ces mots me surprirent d'autant plus qu'à aucun moment je ne le vis lever les yeux. Entrez, je vous en prie. Un rapide regard alentour me confirma qu'il ne pouvait s'adresser qu'à moi. Comme j'hésitais un peu, il réitéra son invitation. Entrez, entrez.
Je ne sais pas si le déclencheur en fut le ton de sa voix ou la curiosité, mais j'entrai effectivement dans cette échoppe poussiéreuse où mon regard fut immédiatement attiré par une rangée de bocaux fins, étiquetés de ce que je soupçonnais être du latin ou du grec ancien. Chacun de ces récipients était plus ou moins empli d'un liquide presque fluorescent dont les teintes psychédéliques tranchaient crûment avec l'austérité globale des lieux. Je suis à vous dans 1 minute, choisissez la couleur. Je ne pouvais apercevoir ce sur quoi il travaillait, mais sans se retourner, il m'indiqua de sa main gauche armée d'une sorte de crochet luisant, la rangée colorée qui s'exposait sur le comptoir. La couleur? Quelle couleur? Celle que vous voulez, c'est la vôtre. Je restai un instant perplexe à regarder l'alignement arc-en-ciel. Pourquoi devrais-je choisir une couleur? L'homme étant toujours absorbé par sa tâche, je décidai de ne pas plus le déranger et commençai à laisser aller mon attention d'étiquette en étiquette. De près, le liquide semblait l'être beaucoup moins. C'était en fait une sorte de vapeur dense et colorée dont la surface moutonneuse pouvait faire penser à un nuage. Les teintes puissantes et irisées se mouvaient lentement à l'intérieur des tubes, comme si une énergie propre les animait, à la manière d'une eau qui commence à bouillir sur feu vif. Du blanc ivoire, du rouge sang, du jaune vif, du vert émeraude, du bleu turquoise, du bleu océan. Instinctivement, mes yeux revinrent se fixer sur le récipient que je venais d'inspecter rapidement. Du bleu océan, un bleu mystérieux et profond comme les grands fonds qui me semblait soudain contenir l'alpha et l'oméga de la connaissance humaine. C'était ma couleur, sans hésitation, c'était elle. Vous l'avez trouvée, je vois. L'artisan semblait avoir achevé sa tâche, l'espace derrière lui était vide. Seuls quelques outils posés çà et là témoignaient de son activité sur la console basse. C'était un homme d'âge indéfinissable, aux cheveux frisés grisonnants, plutôt petit et frêle sans être malingre. Une blouse de coton grise lui conférait une allure d'apothicaire du siècle dernier que ne dépareillaient pas ses lunettes rondes à grosse monture d'écaille. Il se tenait à présent droit devant moi, armé d'un sourire bienveillant, d'un regard vif et précis, et toujours, dans sa main gauche, du même petit crochet luisant dont je pouvais apercevoir le manche en bois travaillé. Merci Isiaf pour la lecture de ce passage. Je suis curieuse d'en redécouvrir la suite. Je ne vous cache pas que j'ai été happée dès la lecture de ces premières pages et jusqu'à la fin finalement. Alors Isiaf, si vous deviez résumer en une phrase ce que vous espérez laisser à vos lecteurs après la lecture de votre roman, qu'aimeriez-vous qu'ils retiennent? Ah, en boutade, on pourrait dire qu'ils retiennent mon nom, ça serait déjà une chose intéressante. Maintenant, je laisserai à chacun, à chaque lecteur le choix, évidemment, puisque c'est pas moi qui vais choisir pour eux, mais l'idée qu'ils vont ressortir de ce livre, c'est un livre qu'on peut lire à plusieurs niveaux de compréhension et de réflexion. On peut le lire comme un livre d'aventure, parce que c'est un livre d'aventure. Voilà, c'est l'aventure d'un homme qui voyage, qui parle, qui rencontre des gens, qui rencontre des situations, des animaux, un peu de fantastique, sans aller trop loin dans l'exubérance, mais bon, il y a du fantastique. Donc on peut simplement en retirer ça. Après, on peut le lire à un autre niveau, on peut avoir une réflexion écologique et je dirais sociale, économique. Euh, c'est c'est la vision de chacun, quoi. Mais ce que je voudrais, c'est que on en ressorte quelque chose. Voilà, ça n'est pas qu'un bouquin de gare, ça n'est pas que du divertissement. On peut aller chercher une certaine profondeur, Un voilà, livre qui rendrait le lecteur acteur. qui est exactement acteur de sa lecture et acteur de sa réflexion sur la société. Après, Généralement, les deux vont ensemble, hein. généralement, Alors, pour conclure, Isiaf, ce que je souhaite mettre en évidence, c'est le fait que selon les livres, certains se lisent, certains se vivent, certains se regardent. Lire Le sculpteur de vent, c'est regarder un film sur un grand écran avec des sons qui transportent le lecteur au rythme des tam-tams et des chants africains. Dès le départ, vous faites voyager le lecteur entre Paris et l'Afrique,
dans un univers absolument extraordinaire dans lequel la simplicité et la réalité des événements nous plongent dans une histoire prenante et qui va nous porter tout au long des réflexions, des doutes et des choix auxquels Thomas va être confronté. Thomas, le personnage principal, c'est chacun d'entre nous finalement. Dans ses prises de décision, il va contribuer à générer des effets sur le monde, sur l'humanité et sur le vivant. Isiaf, votre roman est un film. Il mène réalité et fantastique. C'est un voyage dans un univers où chacun peut prendre sa place et devenir acteur d'un monde meilleur en devenir. Et si vous me le permettez, Isiaf, je vais vous laisser le mot de la fin. Mais le mot de la fin, ça sera un merci, un grand merci à Malika et un grand merci à tous ceux qui vont écouter ce podcast. J'espère que je leur ai donné l'envie de découvrir mon travail et donc d'acheter ce livre, qui se trouve sur Amazon, en tapant simplement son titre, Le sculpteur de vent ou Isiaf. Voilà. Donc j'espère que d'avoir entendu cet échange vous a permis de vous faire une bonne idée de ce qui a été fait, et je vous souhaite beaucoup de plaisir à la lecture du sculpteur de vent. Un grand merci à vous, Isiaf. Vous avez aimé venir à la rencontre d'Isiaf, qui nous a présenté Le sculpteur de vent. Alors soutenez la chaîne Bistro Littéraire en cliquant sur le pouce, en partageant et en vous abonnant à la chaîne. Au plaisir de vous retrouver très bientôt.